Bienvenue à tous pour ce retour d'expérience sur le projet Mosaïque. Je voudrais juste, en introduisant, donner un peu la perspective de ce webinaire, pourquoi nous l'organisons. Rappeler qu'il est organisé conjointement par GRT Gaz, France Hydrogène, le Conseil régional des Hauts-de-France et puis Pôle Énergie. Alors l'idée, elle est née il y a quelque temps. On était dans un colloque en Allemagne avec plusieurs industriels des Hauts-de-France et puis le conseil régional. Et c'est à ce moment-là, en parlant de l'hydrogène en Allemagne, qu'on a réalisé que ce projet Mosaïque était très emblématique et très intéressant pour peut-être démarrer, enfin, ou voir comment il pouvait, comment dire, donner des idées à la région Hauts-de-France pour créer cette logique de bassin. Donc on a réuni un certain nombre d'intervenants autour de la table. Donc je vais vous les présenter rapidement. Il y a Marion Lacombe. Marion Lacombe, vous êtes responsable des prospectives énergétiques et stratégies de positionnement, notamment sur la filière hydrogène pour GRT Gaz. Bonjour. Voilà, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Il y a François Martin, vous êtes justement le directeur du projet Mosaïque chez GRT Gaz. Bonjour à tous. Alors, puisqu'on est sur GRT Gaz, je continue avec Xavier Cordier, qui est responsable des affaires publiques chez GRT Gaz Nord-Est. Bonjour à tous. Et puis, côté France Hydrogène, Yann-Éric Starlander a quitté l'Assemblée générale, enfin, elle vient juste de se terminer. Donc, Yann-Éric est responsable des relations avec les territoires pour l'association France Hydrogène. Bonsoir. Et puis Lucas Toussaint, qui est à la direction de la troisième révolution industrielle au Conseil régional des Hauts-de-France. Bonjour. Voilà. Donc, dans ce webinaire, il va durer à peu près 1h30. On va reparler de cette logique des bassins, puisque c'est le leitmotiv pour structurer la filière hydrogène sur le territoire français. Donc, Yann-Éric Starlander nous réexpliquera cette logique. Et après, ça nous aidera pour entrer dans la dynamique du projet Mosaïque, qu'exposera François Martin. Et après, on pourra essayer de faire un comparatif avec la région Hauts-de-France. Donc, c'est Marion Lacombe qui interviendra à ce moment-là. Et puis, Lucas Toussaint et Xavier Cordier feront le parallèle entre hydrogène, ou compléteront le discours sur l'hydrogène par les perspectives aussi liées au CO2. Et puis, il y aura un temps de questions-réponses par le biais du chat. Donc, vous pouvez toujours commencer à rédiger des questions par le biais du chat et puis on essaiera d'y répondre dans ce temps de questions-réponses. Voilà, sans plus tarder, nous commençons. Donc, Yann-Éric Starlander, je te laisse la parole. Merci Jean. On peut passer à la slide suivante. Peut-être juste un mot très rapide sur France Hydrogène. Donc, nous sommes l'association de la filière hydrogène. Nous regroupons 365 membres, grandes entreprises, start-up, PME de la filière, laboratoires, centres de recherche et aussi 60 collectivités territoriales. Donc, nous sommes une association loi 1901. Donc, pour introduire cette notion de bassin, France Hydrogène avait été mandatée par le Conseil national de l'hydrogène, qui est l'instance qui a été mise en place par les pouvoirs publics en lien avec les filières industrielles, les comités stratégiques des filières industrielles, pour piloter la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'hydrogène. Donc, on a été mandaté dans ce cadre pour définir des trajectoires qui doivent permettre, une ou des trajectoires qui doivent permettre d'atteindre les ambitions et les objectifs de la stratégie nationale hydrogène, qui a été présentée par l'État en septembre 2020. Avec notamment l'objectif de développer une capacité de production d'hydrogène par électrolyse à horizon 2030, un niveau de 6,5 gigawatts. Pour y parvenir, nous sommes appuyés sur un bureau d'études qui est le cabinet Initio. Nous avons donc défini différents scénarios possibles, avec un scénario qu'on a appelé Ambition 2030, qui visait donc à atteindre ces objectifs fixés par la stratégie. Et on a même aussi travaillé sur un scénario Ambition Plus,
parce que entre-temps, il y a eu notamment le renforcement de l'ambition de l'Union européenne en termes de réduction des émissions de CO2, qui est un objectif de les réduire de 55% à horizon de 2030, et donc de ce fait aussi un renforcement d'un peu de tout l'édifice législatif réglementaire au niveau européen, ce qu'on appelle le PAC Fit for 55, et donc le scénario ambition 2030+, avec pour but de permettre d'atteindre cet objectif. Donc dans ce cadre, on a identifié en fait 7 grands bassins géographiques de déploiement de grande échelle de l'hydrogène, représentant potentiellement à horizon 2030 85% de la demande d'hydrogène. Avec bien sûr aussi une identification du potentiel à la fois en termes de consommation et de production en dehors de ces zones géographiques. Donc ça, je vais y revenir. Par ailleurs, l'étude s'est intéressée aussi aux besoins en énergie primaire, les capacités du réseau électrique pour absorber les besoins de production électrique supplémentaires pour produire cet hydrogène renouvelable et bas carbone. Et puis un certain nombre d'autres aspects. Donc cette étude est disponible sur notre site internet, elle est en accès libre. Donc si on passe à la slide suivante. Merci. Donc on a défini cette notion de bassin. En fait, il s'agit finalement d'un modèle de chaîne d'approvisionnement intégré entre production et consommation autour d'un modèle logistique. Pour identifier ces bassins, il y a eu un recensement des projets lancés et annoncés de production et donc aussi d'utilisation d'hydrogène en France d'ici 2030, et avec parallèlement, même s'il n'y a pas forcément encore toujours des projets clairement identifier, lancés de consommation massive et production d'hydrogène, aussi une identification des plus importants potentiels de consommation en les répartissant par segment de marché. Et assez logiquement, il y a quand même certaines zones qui sont ressorties. Donc ce qu'on a défini et qu'on a appelé des hubs territoriaux, qui sont souvent concentrés autour de zones où il y a de l'industrie lourde. Donc ça peut être par exemple le cas en Hauts-de-France autour de Dunkerque avec la sidérurgie, la métallurgie en général, et aussi des complexes portuaires et des plateformes aéroportuaires. On estime que ces zones, parce qu'il y a clairement certains sites qui ont un fort besoin de consommation d'hydrogène et souvent aussi des possibilités de production sur site ou de façon centralisée à proximité, qui a vraiment un potentiel de production massive d'hydrogène, ce qui doit permettre de faire baisser les coûts de production donc de l'hydrogène, et aussi en fait sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, la réduction aussi du coût des équipements et notamment des électrolyseurs. L'idée, c'est que donc, autour de l'épicentre de ces bassins, donc il y a un peu une zone d'influence dans laquelle il y a des systèmes logistiques qui se mettront vraisemblablement en place pour une distribution de cet hydrogène depuis ces centres centralisés de production qui devraient être complétés à la fois à l'intérieur de ces bassins et particulièrement en dehors de ces bassins par des sites de production plus décentralisés, voire sur site, mais à nettement plus petite échelle. Et donc l'idée, c'est qu'au sein de ces bassins, il y a vraiment une mutualisation de la production et des usages. On peut passer à la troisième slide. Donc ça a donné l'identification de 7 bassins. Donc le bassin nord, dont on a bien sûr beaucoup reparlé ce soir, le bassin Moselle-Rhin, donc dans lequel se situe Mosaïque, Mosaïque qui est un peu au cœur de ce projet de bassin est. Un autre bassin autour de la vallée de Seine, un sur le Grand Ouest autour du port de Saint-Nazaire, également en
Rhône-Alpes, à la fois autour de la vallée de la Chimie et puis aussi avec des besoins forts en termes de mobilité, autour de Fos-Marseille avec des problématiques similaires, on va dire, sans doute à celles du bassin nord autour de Dunkerque. Un bassin plus large dans le sud-ouest, le long de la frontière franco-espagnole, sachant que ces bassins ont aussi été étudiés dans d'autres repris dans d'autres études, notamment le comité stratégique de filière Nouveau système énergétique a repris aussi à peu près ces bassins et ces périmètres et étudié les besoins d'infrastructures pour interconnecter ces bassins entre eux et aussi pour les interconnecter au grand réseau européen. Vous voyez aussi sur la carte que donc sur ces bassins, il y a beaucoup de grande consommation dans le domaine de l'industrie. Mais l'idée, c'est bien de combiner ça aussi avec les besoins en termes de mobilité. Et donc, ça s'articule aussi avec notamment les grands corridors de réseaux européens et français autoroutiers. Il y a aussi cette logique qui est vraiment une articulation entre les besoins industriels et en termes de mobilité. Sur la droite, vous voyez les projections de l'étude, donc Ambition Plus, donc à 2030. Et l'étude s'intéressait aussi à projection à horizon plus sous forme de vision à 2040. Donc on voit que à horizon 2030, il y a une part plus importante de consommation d'hydrogène dans l'industrie en lien avec ces bassins, progressivement aussi avec un meilleur maillage de l'ensemble du territoire en station et puis une offre véhicule qui devrait être plus arrivée à maturité commerciale dans les différents domaines. Progressivement, les choses auraient tendance à se rééquilibrer entre usage industriel et mobilité. Voilà donc pour introduire cette notion de bassin hydrogène. Merci Yann-Éric. Je ne sais pas s'il faut résumer, mais on pourrait dire que bon, c'est ça l'idée, c'est à partir de projets industriels qui sont dans des zones bon, effectivement industrielles et portuaires, essayer de fédérer un écosystème hydrogène qui bénéficierait d'un effet d'échelle grâce à cette première production et première consommation qui serait de masse avec des industriels. Pour pouvoir faire profiter d'autres projets qui sont un peu plus écartés ou un peu plus isolés et massifier au maximum la production et la consommation d'hydrogène. Si je peux juste ajouter un oui, mot. Oui, vas-y. Effectivement, donc c'était une première étape. Là, c'est un cercle sur une carte. Déjà, c'est pas une frontière physique. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'affiner le travail dans les territoires avec les régions, nos délégations régionales, les acteurs industriels, en lien aussi donc, avec les comités stratégiques de filière, pour affiner la vision bassin par bassin et l'articulation entre les différents projets. Donc, c'est un travail qui commence, entre guillemets, même si on l'a commencé maintenant il y a quelques semaines, voire mois. Et donc, c'est bien l'idée que maintenant, on affine ce travail. Et c'est vrai, d'où l'intérêt aussi, je pense, pour vous, sur un bassin comme le bassin Nord, de voir ce qui a pu se mettre en place sur un autre bassin. Sur Rhin-Moselle, en l'occurrence. Tu l'as dit, Yann-Éric, que le CSF-NSE a exactement la même démarche, et donc on peut se dire que l'État également, et que donc s'inscrire dans cette logique de bassin, c'est aussi être beaucoup plus visible pour des questions de financement des projets hydrogène qui seront financés par l'État, l'ADEME, les projets IPCEI, etc. Tout à fait. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, c'est là où c'est intéressant parce qu'à Dunkerque, on a vu qu'on avait des gros projets. Si on projette, on voit qu'on est aux alentours de 230-250 000 tonnes de besoins en hydrogène à assez courte échéance finalement. Et on se dit que les grands énergéticiens ou les grands acteurs ont pris déjà des positions. On se dit, mais finalement, ont-ils besoin de se fédérer? Et c'est là où c'est intéressant parce que dans l'Est, on a une démarche qui est un peu similaire. Et l'idée de se fédérer, qui a été promue et initiée par GRT Gaz,
eh bien, elle est en train de prendre forme et c'est ce que va nous raconter François Martin. Donc, voilà. Hop, bonjour à tous. Donc, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous sur ce projet Mosaïque, mais on verra après plus globalement Grande Région Hydrogène, Mosaïque étant le nom du projet d'infrastructure. Donc, si on passe sur les slides, voilà, je pense qu'on peut passer directement au suivant. Donc, ce contexte, hein, Jean l'a rappelé et Jean-Éric aussi. En gros, on est dans le cadre ici d'un bassin de consommation massive d'hydrogène avec deux exutoires principaux dans l'ordre des volumes, l'industrie et la mobilité. La particularité de ce bassin, et on en reparlera, c'est son aspect transfrontalier avec une infrastructure qui traverse la frontière donc la frontière allemande et qui arrive au pied de la partie luxembourgeoise, pardon, avec aussi ce contexte européen qui nécessite de travailler en coordination avec nos voisins sur les aspects réglementaires et financiers, hein, qu'on pourrait retrouver d'ailleurs hein, sur d'autres zones, hein, cet aspect transfrontalier et intégration des systèmes. Si on passe au slide suivant, sur le tuyau en lui-même, donc on parle d'une infrastructure de 100 km. Sur cette infrastructure, on a une partie qui est en conversion, donc un réseau de gaz naturel converti à l'hydrogène, hein, qui est à peu près 80% de la longueur totale. On parle là d'infrastructure qui est capable de transporter 75 000 normomètres cubes d'hydrogène. Alors, c'est vrai que l'hydrogène, on parle plutôt en kilos. Ça représente à peu près 6 800 kilos de l'heure pour un système qu'on estime à peu près pouvoir transporter de l'ordre de 60 000 tonnes par an. Donc, on parle là bien d'un écosystème avec une consommation massive, encore une fois, en termes de volume, principalement drivé par l'industrie. On est sur un projet où il y a quand même des réseaux neufs. Hein. Il est clair que sur les écosystèmes, hein, on veillera toujours à regarder la présence d'infrastructures gaz naturel, mais disons qu'on a aussi des parts de neufs, et dans notre cas, on parle de 20 km de réseau neuf. Les clients, et je vous propose, alors peut-être juste sur la mise en service, on est sur un planning qui est à 2026, mise en service. À ce jour, l'ensemble des partenaires, et on en rediscutera, sont en train de travailler pour une mise en service avec une première étape à 2026 et un ramp-up, une montée en régime jusqu'à 2030 et une intégration derrière. Là aussi, on en reparlera derrière. Si on passe au slide suivant, souvent on demande un peu voilà, quel type de consommation aujourd'hui on a sur ce type d'écosystème dont on verra une carte après qui permettra de bien illustrer géographiquement à quoi ça ressemble. On retrouve trois typologies de consommation. De la consommation industrielle, on en a parlé, industrielle liée principalement aujourd'hui à une aciérie située en Sarre avec l'objectif de décarbonation de l'acier en remplacement des gaz de coque dans une première étape et probablement aller vers un DRI, mais là on est dans des étapes plus lointaines, hein, donc de venir faire de l'acier, là, de venir complètement modifier le process et de venir consommer encore plus d'hydrogène. On retrouve de la mobilité qui est soit directement dans l'écosystème avec des raccordements possibles à l'infrastructure, et de la mobilité qui est un peu plus lointaine avec, on verra là aussi après, on englobe dans un périmètre, dans un rayon, les stations hydrogène qui pourraient bénéficier via la livraison par trailer d'un hydrogène massifié avec l'impact économique que ça peut engendrer. Enfin, on retrouve un acteur autour de la production d'électricité
Là, c'est vrai que régulièrement, on a la question, faire de l'hydrogène à partir d'électricité pour en refaire de l'électricité, ça peut soulever un certain nombre d'interrogations. Il faut savoir que donc l'hydrogène a cette vertu gazière de pouvoir être stocké. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir stocker des énergies intermittentes en hydrogène pour pouvoir délivrer de l'électricité renouvelable H24 7/7. Et en particulier, on a un partenaire qui s'appelle HDF qui discute avec des acteurs qui souhaitent décarboner H24 7/7, en particulier des data centers qui ont les moyens en fait de faire appel à cette électricité H24 7/7. Voilà, donc on en a parlé, 3 pays, ça c'est propre à cet écosystème, mais on voit que d'autres écosystèmes transfrontaliers ont aussi cette spécificité avec une volonté voilà, de construire une Europe de l'énergie intégrée avec des échanges entre les pays, ce qu'on connaît bien en électricité, en gaz. Là, on parle d'hydrogène commodité énergétique et ces premières briques permettent d'avancer sur ce type de schéma. Enfin, finalement, sur ce slide, on voulait aussi dire qu'est-ce qu'attendent les clients, en tout cas sur notre écosystème, qu'est-ce qu'ils attendent de cet écosystème. Petit 1, ils attendent une livraison d'hydrogène sûre, de la sécurité d'approvisionnement, et on décrira par la suite, en fait, sur notre écosystème, il y a plusieurs producteurs qui permettent d'avoir à minima une partie sécurisée par le fait qu'il y ait plusieurs producteurs. Ils souhaitent bénéficier effectivement de l'effet de décarbonation. Maintenant, nous, infrastructure, on est agnostique sur le type d'hydrogène qui passera dans nos tuyaux. C'est bien aux consommateurs de définir avec les producteurs l'hydrogène qu'ils souhaitent consommer. Et enfin, on a une notion de compétitivité qui est évidente. Comment bénéficier d'un hydrogène le plus compétitif possible, avec cette idée que plusieurs producteurs permet de discuter avec voilà, de plusieurs prix et de s'assurer d'avoir un hydrogène compétitif. Donc si on passe à la carte qui permet d'illustrer de manière très concrète cet écosystème. Alors je m'aperçois que j'ai remis une carte actualisée et qu'elle est venue en superposition des messages. Donc peut-être juste rappeler que donc sur cette carte, on voit l'infrastructure avec la partie convertie et la partie neuve. C'est dans le petit encadré qui explique un peu tout ça. Donc on retrouve 2 zones de production avec 3 producteurs identifiés. Steag côté Allemagne sur la commune de Volklingen, H2V Gazelle Énergie sur la commune de Carlin. Alors, il y a une petite spécificité à la zone qui est sur ces 2 plateformes industrielles. On est sur la reconversion de centrales de production d'électricité à partir de charbon, donc avec cette notion de reconversion de zone qui est évidemment qui donne voilà, un petit côté un peu plus favorable dans les échanges. On retrouve les clients évoqués, donc HDF avec de la production d'électricité, SHS donc qui est la Syrie, et puis on a représenté les stations mobilité qui pourraient être desservies par ce type d'infrastructure. Petit élément, puisque quand on a préparé, il nous paraissait important aussi de tourner ça sous forme de finalement qu'est-ce qu'on a appris de la mise en œuvre de ces écosystèmes. On a appris déjà, moi je pense que c'est important de ne pas viser trop gros dès le départ. C'est-à-dire qu'en gros, il faut déterminer un écosystème où on a une zone favorable et commencer par construire avec cet écosystème-là autour de qu'est-ce que pourrait être la production, la consommation et l'infrastructure afférente. Une première étape qui pourra ouvrir vers d'autres étapes, et on verra après qu'il est important d'ores et déjà de donner des visions, mais de commencer par là. Ensuite, l'idée était quand même de structurer notre réflexion autour, alors là on l'a fait autour d'un GEIE, qui est un cadre juridique européen, qui permet de discuter entre producteurs, consommateurs et infrastructeurs autour principalement de sujets de technique,
de sujets de planification et de sujets d'impact environnemental. Parce que ça, c'est un des sujets que je n'ai pas encore abordé, mais qui est essentiel, hein, c'est quel est l'apport environnemental de ces écosystèmes. Donc là, c'est caché, cet écosystème, c'est à peu près 980 000 tonnes de CO2 évitées. Ça, c'est évidemment essentiel de promouvoir ces écosystèmes sous l'angle de leur impact environnemental. Donc, on a fait une première vision de l'impact environnemental. La structuration GEIE va nous permettre d'aller un cap plus loin et de s'associer avec probablement des tiers autour euh, de du calcul très précis de l'impact environnemental de cet écosystème, qui est évidemment essentiel dans nos discussions avec les territoires et les politiques. On l'a évoqué, hein, plusieurs électrolyseurs. Alors, j'ai mis 2, en réalité, c'est plusieurs tranches. Donc, on parle de 500 mégawatts. Et sur la partie client, on l'a évoqué. Le réseau, j'ai pas dit, mais parce que c'est une évidence, hein, l'ADN de GRTgaz, on retrouve ici la volonté de mettre un écosystème ouvert à un producteur, un consommateur qui arriverait demain avec une volonté de transparence sur ses capacités et sur ses tarifs. Une autre volonté, et ça c'est un peu derrière ce qu'on va retrouver si on passe à la slide d'après. Alors je vois qu'il y a des questions en parallèle. Ah oui, le nombre de tonnes est par an. C'est une quantification de réduction par an, vue des consommateurs, pour être très précis. Donc dans le travail qu'on va réaliser, on est bien dans une vision qui doit aller un cran plus loin et de venir faire une ACV, hein, et d'avoir une vision extrêmement précise de l'impact sur le CO2. Je vous ai dit, premier écosystème sur une première brique qui me paraît déjà avec un certain nombre d'acteurs, et on verra après, je vous décrirai un peu la grande région hydrogène, ce qu'on y fait et ses ambitions. Euh, Tout ça doit être remis dans des perspectives plus larges, puisque ces premiers écosystèmes doivent être planifiés, et ça c'est important pour nous, dans une vision un peu plus lointaine, de s'assurer que ce qu'on fait là, c'est une brique qui s'intègre plus largement dans un réseau européen. Donc là, on a illustré en trait vert le backbone, donc l'European Hydrogen Backbone, avec des routes pressenties. C'est pas pour ça qu'on s'empêche pas de réfléchir à des routes alternatives en discussion avec les territoires. Ça a de l'intérêt pour notre écosystème, hein, ça a de l'intérêt pour, encore une fois, de la sécurité d'appro, ça a de l'intérêt pour de la mise en concurrence, ça a de l'intérêt aussi pour de la fluidification et derrière de pouvoir faire émerger un marché tel qu'on le connaît sur de l'électricité et du gaz avec des marchés transparents. Voilà, donc sur cette mise en perspective. Sur la deuxième partie, donc l'idée était de peut-être donner plus d'éléments. Alors j'ai une autre question sur la partie Luxembourg. Donc c'est effectivement, hein, nous sur la conversion du tuyau, le tuyau qui existe aujourd'hui va jusqu'à la frontière luxembourgeoise. Donc on est en discussion avec le Luxembourg, un de nos partenaires d'ailleurs, NCVO, est une entreprise luxembourgeoise. L'idée c'est bien de discuter et de voir quel bénéfice de cet écosystème peut être tiré pour le Luxembourg et l'industrie luxembourgeoise. Alors, le Luxembourg est un peu en retard dans sa stratégie, hein, l'élaboration de sa stratégie, elle arrivait un peu plus tard que la France et l'Allemagne. Et donc, on est en train de construire effectivement toute cette consommation luxembourgeoise possible et de voir comment on peut intégrer ça dans une étape 2, puisque l'idée, hein, je vous ai dit, restons toujours sur une V0 qui est mise en service en 2026, sur lesquelles on a suffisamment d'éléments pour la mettre en service, et intégrons ça dans des versions d'après. Donc on travaille à la V2, et la V2, très clairement, il y a une partie qui va vers le Luxembourg. Voilà, donc si on passe au slide suivant. Ah oui, je vous avais dit, en gros, ces écosystèmes donc autour de l'infrastructure, avec les partenaires qu'on décrira dans le GUE, il est important, et on a retracé ici aussi le TEN-T, il est important de les intégrer et de regarder plus largement à qui ils peuvent bénéficier. En d'autres termes, la massification de l'hydrogène amène un tarif. Ce tarif
après transport par trailer, parce que là on parle de transport par trailer dans un premier temps, est-ce qu'il est intéressant versus une électrolyse sur site pour une station par exemple, hein. Et donc là, de manière assez conservatrice, on voit que dans un rayon de 60 km, on pense qu'il y a un intérêt à s'alimenter sur ces zones-là par trailer, pour, les usages mobilité, d'un point de vue, économique. L'autre point est que, je vous ai parlé de plusieurs versions, et de montées en régime de cet écosystème. L'alimentation du Luxembourg en est une. Une autre étape qui nous paraît être une étape importante, c'est de raccorder cet écosystème à un stockage. On en est à l'étape de, valoriser le coût, de ce stockage, heu, vis-à-vis des clients. Est-ce que, la valeur que pourraient mettre les clients dans l'utilisation d'un stockage est compatible avec cette extension et le stockage? Donc on en est à poser les équations, pour pouvoir l'intégrer, à une V2. Alors j'ai une question. Alors sur la V2, en réalité, les timings, c'est un peu tôt, pour les exprimer. Autant sur 2026, aujourd'hui, on est le planning escompté, autant sur une V2, ça fait partie, des éléments de discussion sur les plannings escomptés. Sur donc là, on parle du stockage de Sterville, hein, qui est opéré par, Storengy. En réalité, on parle, de cavités salines qui sont à proximité immédiate du stockage aquifère, avec, effectivement la volonté de, créer des stockages salins et on est en train de avec Storengy, hein, de, quantifier quel volume et quelle capacité en termes de débit, d'injection et de soutirage, sont possibles. Alors la pression des tuyaux, on est, sur Mosaïque, sur des, tuyaux qui, sont opérés aujourd'hui. On estime qu'une pression raisonnable, ça serait de l'ordre de 20 bars. On est sur une étude de faisabilité qui devra conforter, ces éléments. On pourrait augmenter, on pourrait baisser. En tout cas, nous, on est vigilants à ce qu'à cette V0, la pression envisagée puisse, permettre de délivrer les capacités, suffisantes, pour les clients. La dangerosité de l'hydrogène pur, alors sur le gaz, et après je continuerai et je répondrai aux questions d'après s'il reste du temps, parce que je voudrais pas trop empiéter sur les présentations futures. La ah, le micro est coupé. Alors j'ai pas entendu Jean, le Jean, micro était coupé. le micro est coupé, Jean. Ah oui, voilà, non, je disais que c'était pas grave si les questions étaient, maintenant et pas après, c'est pas très grave, hein, donc Bon, ne je vais essayer de répondre. ne te prive pas de Bon, répondre. je vais essayer de répondre dans la mesure de ce que je sais dire et de ce que je peux dire, hein. L'étude de faisabilité qui est en cours, permettra d'affiner un certain nombre d'éléments. Nous, on est là pour être pour être transparent en fait, hein, sur ces écosystèmes-là, hein, pour avancer. Ça, c'est peut-être un autre point, que je souhaite mettre en avant. Avancer avec les partenaires, c'est, faire preuve de beaucoup de transparence, heu, sur les sujets techniques, sur les sujets, réglementaires. Les sujets commerciaux, on verra, hein, c'est un autre sujet et qui doit être mené en bilatéral, mais en tout cas, pour que ces écosystèmes aient un sens technique, il faut, je pense, être, très transparent. Sur la dangerosité de l'hydrogène pur, là, je vais parler avec, la casquette, GRT Gaz, de transporteur de gaz naturel. L'hydrogène pur, c'est un gaz, qu'on connaît assez bien. Alors qu'on connaît, que, il y a quand même un certain nombre d'études autour de ce gaz-là. Il est évident que dans la conversion des tuyaux et que dans la construction de réseaux neufs, c'est l'enjeu clé. C'est comment on garantit de transporter ce gaz-là dans des conditions de sécurité optimales. Et donc là, ce que j'ai pas dit, mais sur le projet Mosaïque en lui-même, il embarque une partie R&D, hein, très clairement, hein, une partie R&D sur lequel on va on va aller modéliser de la manière la plus précise ce gaz-là. Alors on part sur des bases qui, encore une fois, il y a déjà des choses qui existent, mais l'idée qu'on a, c'est vraiment d'utiliser ce démonstrateur pour GRT Gaz pour apprendre et garantir un niveau de sécurité comparable à ce qu'on fait aujourd'hui sur le gaz naturel. On est appuyé d'ailleurs, hein, par un centre de recherche qui s'appelle RICE, hein, qui est un centre de recherche qui s'est doté d'un certain nombre de compétences et de bancs d'essai. Je vous invite à aller voir en particulier la plateforme Phoenix,
qui vient d'être inauguré. Alors, on utilise des canalisations acier aujourd'hui. On ne s'interdit pas de réfléchir à d'autres matériaux. C'est un peu tôt pour en parler. C'est-à-dire qu'autant sur l'acier, on commence à disposer d'un certain nombre d'éléments, en particulier les sujets d'intégrité avec l'hydrogène pur. Sur les autres matériaux, ça va nécessiter encore un certain nombre de recherches. Les fuites, alors évidemment, hein, encore une fois, hein, c'est au cœur de notre projet et en particulier de ces sujets R&D, de garantir que on opère de manière équivalente à ce qu'on sait faire sur le gaz naturel. Et l'enjeu pour nous, très clairement, hein, on a des vannes sur ces réseaux convertis. Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les change? Ça, aujourd'hui, hein, encore une fois, on a un programme R&D qui doit nous permettre de répondre à ces questions-là de la manière la plus étayée possible pour que, à la fin des fins, on ait un niveau d'opération qui soit comparable au gaz naturel. C'est un métier, hein. Enfin, faut voir. On est aujourd'hui. Moi, je coordonne ce projet, hein, mais on a une ingénierie, on a une direction technique, on a un centre de recherche. Tous ces gens-là, c'est leur cœur de métier de poser des tuyaux et de les opérer dans des conditions de sécurité optimales. On est en train de recréer tout un prescrit autour de l'hydrogène, prescrit qui est nécessaire dans le cadre du déploiement de ce type d'écosystème. François, je te propose d'avancer. Je vais Oui, dire le contraire de ce que j'ai dit tout à l'heure. On va garder les questions pour après, sinon, je vois qu'il y a un flux continu de questions, mais il faut bien que tu avances quand même. très bien. Passons à la grande région hydrogène. Si on revient à notre, donc au slide d'après, donc à un peu comment on a avancé. Donc il y avait un écosystème avec des producteurs, des consommateurs, un équilibre global production-consommation qui commençait à se voir, tout ça s'adaptant de discussions en bilatéral entre les clients et les producteurs. Il nous est apparu indispensable de créer une structure dans laquelle on pouvait parler librement sur les sujets techniques, sur les sujets de financement, sur les sujets de coopération. Et donc, on a créé un GIE dont les membres sont exposés ici. Alors, petit 1 déjà, assez vite, on s'est rendu compte que dans la création de cette structure, ne devaient être partie prenante que les gens qui avaient des projets et qui avaient des projets suffisamment engagés pour qu'on ait ces discussions autour de l'intégration des projets entre eux. Le risque à trop ouvrir aurait été de recréer une association, ce qui n'est pas du tout l'objet de ce type de structure, hein. On est bien là dans une, heu heu, une discussion entre partenaires industriels qui veulent mettre en place un écosystème. On n'a pas fait un consortium. Là aussi, on a des bonnes raisons. On aurait pu se dire, beh, finalement, on met toutes ces entreprises, on fait un BP commun et on va chercher du financement avec un BP commun. Là, ça casse un peu la dynamique, nous, on essaie de mettre dans ces écosystèmes. C'est-à-dire que nous, finalement, on est dans un système infrastructure ouvert et donc une philosophie qui est de dire, beh, un jour, si un producteur veut entrer, un consommateur veut entrer, on ne doit pas être dans un cercle fermé, d'un projet fermé. Ces écosystèmes, ces infrastructures doivent rester ouvertes et pour qu'elles restent ouvertes, on ne doit pas créer de consortium. En d'autres termes, sur les financements, on peut raconter une histoire commune, cohérente, et c'est indispensable de l'étayer. C'est indispensable de l'étayer sur les impacts socio-économiques, c'est indispensable de l'étayer sur les impacts environnementaux. Par contre, les discussions commerciales se font en dehors et le financement va se chercher au périmètre légal de chaque projet. Donc si on passe au slide suivant, je crois que ça résume un peu ce que j'ai dit là. Donc on discute, donc on est bien dans un cercle de coordination. On discute des aspects techniques autour de l'intégration de nos projets, environnementaux, impact sur l'impact socio-économique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça apporte au territoire. On en fait une communication publique concertée. Alors, en gros, on s'entend sur qu'est-ce qu'on a envie de dire à l'externe et les chiffres qu'on a envie de publier. On a fait un site internet, hein, dans lequel vous retrouvez tous les éléments publics. Et puis derrière, il y a quand même, faut pas se leurrer, l'objet du financement. Encore une fois, c'est un financement par projet, mais pour que chaque projet puisse arriver avec des arguments suffisamment étayés sur l'intégration de son projet dans un système, et ben, ça nécessite une concertation entre nous.
même si, encore une fois, les sujets purement commerciaux entre un producteur et un consommateur ne se font pas dans le cadre de ce GUIE. Les dossiers de financement étaient remontés à l'État. Alors, dans notre cas français et allemand, seule la vision des financeurs est totale sur notre écosystème, mais au moins, il y a une notion d'intégration technique qui est très claire et qui est commune à tous les projets. Voilà, et si on passe au slide d'après, je pense qu'on arrive sur la fin et j'espère que j'ai pas pris trop de temps. Je parlais d'intégration technique, on va pas s'appesantir là-dessus. On voyait donc des ramp-up sur cette V0. 2030 probablement on commencera à avoir des extensions. Donc l'objet c'est bien de regarder la cohérence de cette intégration et le fait que les gens sont d'accord pour communiquer sur cette intégration technique. Et puis si on passe au dernier slide, donc ce que j'ai pas dit, mais on voit bien, ça nécessite quand on crée cette structure, ça nécessite de segmenter les discussions, puisqu'on voit qu'il y a des discussions naturellement qui se sont portées sur la mobilité, sur comment développer la mobilité, comment développer les sujets industriels, comment traiter ce sujet du financement, comment mettre en avant voilà, ces éléments communs qu'on a bâtis. Qui répond à quoi, comment on avance en fonction des réponses des différents financeurs et une partie communication évidemment et qui sert les intérêts de la finance du financement sur comment on arrive à mettre en avant publiquement ce type d'écosystème vis-à-vis de l'Europe en particulier. Très bien. Je crois que tu as fini là ou oui. Ou J'ai fini. Voilà. Bon, mais merci. Je te propose de regarder les questions et on essaiera d'y répondre après. On va rester dans la dynamique. Donc, je vais passer la parole à Marion. Moi, je voulais juste retenir deux, trois points. C'est intéressant de voir l'articulation réseau, tube et trailer. Je pense que c'est une idée à garder. C'est pas non plus tout le tube. Il y a une conjonction à coordonner de différentes infrastructures. L'avantage de ce réseau, c'est qu'il y a une sécurité d'approvisionnement. Ça permet à des producteurs ça permet à des consommateurs de garantir leurs approvisionnements en hydrogène pour ne pas dépendre d'un seul. J'ai aussi entendu ne pas viser trop gros dès le départ. Voilà, mais quand même d'avoir cette infrastructure générale dans laquelle vous vous êtes inscrit. Et puis ce GIE, alors qui s'appelle GUEIE, c'est ça, j'ai pas bien. GEIE, oui. C'est européen, le E en plus, oui. C'est européen, voilà. Qui permet des discussions techniques et pas commerciales et donc qui permet d'agréger des nouveaux projets au réseau. Bon, voilà. Mais alors Marion Lacombe va maintenant faire le pendant avec la région Hauts-de-France telle que, selon votre vision, bien sûr, de GRPGaz. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Merci François. Peut-être on peut passer du coup sur les slides suivantes. Effectivement, peut-être pour se redécaler vers les Hauts-de-France, ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de dresser des premiers enseignements du projet Mosaïque que François nous a présenté. Et peut-être pour commencer, ce qui me paraît intéressant, c'est d'essayer d'analyser en fait les similitudes qu'on peut repérer entre finalement cet écosystème autour de Mosaïque et le marché de l'hydrogène tel qu'on le voit émerger dans les Hauts-de-France. Alors, je ne prétends pas du tout être exhaustive sur cette analyse. D'ailleurs, si vous avez des éléments d'analyse à partager sur le chat, n'hésitez pas, ça enrichira cet échange. Alors, sur ces éléments de similitude, peut-être le premier point qui me paraît assez clair, c'est que on part dans ces écosystèmes hydrogène vraiment avec un cœur qui est l'existence d'une consommation industrielle importante. Alors, dans le cas de Mosaïque, on l'a vu, c'est vraiment l'écosystème qui est tiré par les besoins de la sidérurgie pour produire un acier propre. Sur lequel viennent ensuite se greffer finalement des usages complémentaires qui peuvent être de plus faible ampleur. Et ça, on le voit bien dans les Hauts-de-France avec le point d'ancrage
que peut être le port de Dunkerque, où là aussi, on a ce secteur de la sidérurgie et de la métallurgie à décarboner et qui peut représenter des volumes importants. Le deuxième élément de similitude et qui nous intéresse nous particulièrement, GRTgaz, c'est celle de l'existence de réseaux de gaz qui sont là, qui sont denses, qui sont maillés et qui permettent aujourd'hui d'approvisionner un marché qui est mature et qui n'est plus amené à se développer ou peut-être de manière marginale. Et l'existence de ces réseaux, finalement, ça crée des opportunités, et on le voit avec Mosaic, de convertir des canalisations existantes, de réutiliser des actifs gaz existants pour les mettre au service finalement du développement du marché H2, ce qui permet in fine d'optimiser économiquement le développement d'une infrastructure transport. Donc ça, on le voit avec Mosaic, parce que ce qu'expliquait François, sur les 100 km de réseau sur Mosaic, on en a à peu près 80% qui sont des canalisations existantes qui sont amenées à être converties. Je reparlerai un peu plus en détail un peu après, effectivement, de cette opportunité sur les Hauts-de-France. Le troisième élément de similitude, c'est qu'on a bien vu que pour avancer concrètement, faire émerger l'écosystème, finalement, on a des acteurs privés et des acteurs publics qui sont engagés. Donc, on a des projets portés par des industriels, des projets de production d'H2 par électrolyse, des industriels futurs consommateurs qui cherchent et qui sont prêts à mettre en œuvre les solutions de décarbonation sur leur site. Et ça aussi, c'est ce qu'on voit émerger dans les Hauts-de-France. Et je dirais le plus qu'on trouve aussi dans les deux cas, c'est bien que cette dynamique privée aujourd'hui, elle est soutenue par les acteurs publics, et ça on le voit sur Mosaic avec je dirais l'intérêt et des collectivités, le soutien de la région Grand Est, voire au-delà de la grande région qui regroupe la Lorraine, la Sarre et le Luxembourg. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit sur le territoire des Hauts-de-France avec l'engagement de la région et à nouveau sur la zone du port de Dunkerque, finalement aussi cette volonté de l'ACUD et du GPMD de développer un hub H2 et CO2. Et puis peut-être le dernier élément de similitude, si on essaye de faire cette comparaison entre ce qu'on a vu sur Mosaic et les Hauts-de-France, et pour le coup qui est aussi assez spécifique à la région Grand Est et aux Hauts-de-France, c'est le potentiel transfrontalier. On l'a vu avec Mosaic, on a très, très clairement une infrastructure qui traverse la frontière franco-allemande à plusieurs points et qui s'ouvre vers le Luxembourg. Et ça, on voit bien l'atout aujourd'hui que ça peut représenter pour avoir cette caisse de résonance européenne. Pour finalement aller influencer dans les instances européennes, être plus audible et in fine aller chercher des financements européens. Alors c'est pas encore fait, c'est pas facile, le côté transfrontalier, François l'a un peu évoqué en filigrane, mais évidemment ça introduit aussi de la complexité parce que on gère des projets avec des acteurs qui sont situés dans différents pays, avec des réglementations qui sont pas les mêmes dans chaque pays, etc. Mais in fine, c'est quand même un atout d'avoir ce caractère
transfrontalier. Alors là, j'ai beaucoup insisté sur les similitudes. Bien sûr, il y a des spécificités, il y a des différences entre les deux, le territoire autour de Mosaïque et les Hauts-de-France. Peut-être le principal qui me vient en tête, mais j'en dirais pas beaucoup plus parce que Lucas et Xavier reviendront dessus par après, mais peut-être la spécificité des Hauts-de-France, c'est quand même ce couplage potentiel entre hub hydrogène et hub CO2 du fait de l'ouverture sur la mer du Nord et donc les possibilités facilitées, on va dire, de mettre en place, de développer une logistique CO2 avec capture de CO2 puis séquestration du CO2 en offshore. Mais je laisserai peut-être Xavier et Lucas revenir plus sur ce point. Si on passe à la slide suivante, alors celle-là on va passer directement à la suivante, je ne vais pas m'appesantir plus. Peut-être oui, pour revenir sur les opportunités que peuvent représenter les réseaux de gaz existants en termes de conversion de canalisation. Si on zoome sur la région des Hauts-de-France, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on a un réseau de gaz qui est mature. Hein, c'est aujourd'hui plus de 4000 km de canalisation, 3 stations de compression et donc un réseau développé qui a, je dirais, 2 caractéristiques particulières qui sont intéressantes en termes derrière de potentiel de conversion de canalisation. Le premier élément, c'est que dans la région des Hauts-de-France en particulier, le réseau donc, qui est très développé est constitué sur certaines portions d'artères doublées, ce qui signifie qu'on a 2 canalisations en parallèle. Et le deuxième élément important à avoir en tête, c'est que en fait, le réseau de gaz sur les Hauts-de-France, il est constitué aujourd'hui de 2 réseaux. Un réseau de gaz B, ce qu'on appelle le gaz B, qui est un gaz à bas pouvoir calorifique, et un réseau de gaz H, qui est un gaz à haut pouvoir calorifique. Et aujourd'hui, ces 2 réseaux sont en parallèle, avec un réseau de gaz B qui est approvisionné principalement par un champ de production aux Pays-Bas, mais dont la production décline aujourd'hui et est amenée à s'arrêter dans les prochaines années. Donc aujourd'hui, on gère avec les opérateurs adjacents, GRDF, Storengy, on gère la conversion progressive de ce réseau de gaz B pour finalement unifier les 2 réseaux et n'avoir à la fin plus qu'un réseau de gaz H. Donc la fin de ce programme de conversion, il est prévu pour 2029 et en fait, on réalise une conversion poche par poche sur une vingtaine de secteurs donc, qui sont déjà en cours. Donc, c'est finalement ces 2 éléments, canalisation doublée sur certaines portions et puis conversion des réseaux de gaz B vers le gaz H. Cette conjonction, ça crée aussi des opportunités de conversion de canalisation et c'est des choses que évidemment on est amené à analyser pour identifier dans quelle mesure, en gérant différemment l'approvisionnement du marché gazier, on pourrait être amené à libérer certaines canalisations pour les convertir, pour notamment du transport en hydrogène dans les prochaines années. Si on passe à la slide suivante, peut-être juste aussi pour revenir sur le potentiel transfrontalier et l'intérêt que ça peut représenter pour
développer à moyen terme un marché de l'hydrogène interrégional. Aujourd'hui, effectivement, quand on regarde les marchés énergétiques, électriques et gaziers, on a des marchés intégrés au niveau européen et en particulier pour le réseau de gaz, il est fortement interconnecté, alors notamment avec la Belgique, avec 2 interconnexions importantes. Et si on regarde de l'autre côté de la frontière, ce qu'on voit, c'est que la dynamique hydrogène, elle est aussi enclenchée dans les pays adjacents et en particulier en Belgique et aux Pays-Bas. Si on s'intéresse aux infrastructures, nos alter ego, les transporteurs de gaz belges et Pays-Bas, ont organisé une consultation de marché pour identifier, qualifier les besoins d'infrastructures en hydrogène, comme ce qu'on fait en ce moment en France avec Terega. Et aux Pays-Bas, le ministère de l'Énergie a confirmé le développement d'une infrastructure de transport d'hydrogène par le transporteur gazier, et ça afin d'accompagner le développement du marché de l'hydrogène décarboné dans ce pays. Donc, voilà, je pense que pour la région des Hauts-de-France, ça représente aussi un atout, ce caractère de proximité avec la Belgique et au-delà avec les Pays-Bas, parce que c'est des pays très, très moteurs et ça crée finalement des possibilités de se projeter dans un marché de l'hydrogène interrégional et européen. Donc, à nouveau, plus sécurisé, plus flexible, et qui amène finalement de la diversité en termes de production et de consommation. Si on passe à la slide suivante, quel est le rôle des infrastructures de transport dans cette émergence des écosystèmes? Je pense qu'on l'a bien vu avec ce que François nous a présenté. Nous, notre vision et notre conviction, c'est vraiment que les infrastructures de réseau peuvent catalyser en fait l'émergence de ces écosystèmes hydrogènes et en particulier dans ces bassins industriels qui ont été identifiés, parce que les infrastructures, ça amène de la compétitivité globalement à la chaîne de production. Pourquoi ? Parce que on va permettre finalement en mutualisant les besoins, on va permettre un dimensionnement optimal des réseaux et de la chaîne de production dans son ensemble. Et ça, c'est d'autant plus vrai qu'en plus, on peut s'appuyer sur des actifs qui existent aujourd'hui et qu'on peut reconvertir. Et puis, évidemment, être accordé à un réseau, on le voit, c'est accéder finalement à un mix d'approvisionnement plus varié et donc plus optimal. Ensuite, alors ça c'est quelque chose qu'on voit avec Mosaic, mais c'est aussi des choses qu'on a bien identifiées via la consultation de marché que l'on a faite. C'est le fait d'apporter de la sécurité d'approvisionnement et de la flexibilité à un marché, parce qu'en étant raccordé à une infrastructure où on trouve plusieurs sites de production et de consommation, finalement, on va faciliter la gestion des aléas que bien sûr on peut avoir. Et puis, enfin, et ça c'est vraiment quelque chose qui correspond vraiment au modèle que l'on promeut, c'est
un accès transparent et non discriminant à l'infrastructure telle qu'on la connaît en gaz. Et ça, finalement, ça permet à tout type d'acteur, finalement, quelle que soit sa taille, quelle que soit la technologie qu'il a derrière de production ou de consommation, d'accéder à un marché structuré et organisé qui nous semble être aussi un élément clé de facilitation d'émergence de ce marché. Et peut-être pour conclure et laisser du temps ensuite à la conclusion et aux questions, peut-être maintenant pour aller plus loin, avec cette expérience qu'on emmagasine avec Mosaic, il y a quelques éléments clés qui nous semblent indispensables pour réussir justement le développement de l'hydrogène dans ces premiers bassins. Et c'est des éléments clés, c'est la question de la planification et la question de la coordination. Alors, la planification, en tout cas pour les infrastructures, c'est absolument clé. Et c'est bien pour ça qu'on a entamé cette démarche en national avec une consultation de marché qui doit nous permettre de faire cette première itération avec le marché pour qualifier des premiers besoins d'infrastructures et qu'on a commencé à décliner dans les bassins industriels majeurs puisque on a réalisé dans le cadre de la consultation de marché 2 ateliers territoriaux, un sur Fos et un sur Dunkerque, où on voit effectivement ces premières zones comme étant les bassins industriels majeurs où pourraient se développer ces premiers écosystèmes hydrogènes avec un besoin d'infrastructures à planifier. Et puis le deuxième élément, si on a été amené à créer finalement, enfin en tout cas à pousser pour la création de cette entité de la grande région hydrogène, c'est bien parce que ce qu'on a expérimenté, c'est l'absolue nécessité en fait de co-construire avec tous les acteurs dans ces premiers bassins ces écosystèmes qui s'appuient sur une infrastructure, mais vraiment de co-construire l'écosystème dans son ensemble. Alors, en l'occurrence, sur Mosaic, ça a donné lieu à cette structure GIE. Ailleurs, il faut peut-être réfléchir à d'autres formes, mais en tout cas, l'élément de co-construction et parce que on doit répondre à des questions techniques, on doit répondre à des questions de financement, on doit répondre à des questions socio-économiques et donc ça, il faut absolument avoir une forme pour co-construire autour de tous ces éléments. Ce qui nous semble, en tout cas, nous, GRT Gaz, ce qu'on pousse comme approche, c'est aussi celle d'un positionnement neutre et vraiment d'une infrastructure ouverte à tous, avec des règles transparentes et non discriminatoires pour accéder à ces futurs réseaux et pour vraiment pouvoir voir se greffer autour de premiers acteurs majeurs, venir voir se greffer petit à petit d'autres futurs producteurs et consommateurs et pour progressivement aller vers un marché plus intégré. Et tout ça pour finir avec une volonté d'optimisation économique et vraiment de dimensionnement de l'infrastructure pour répondre aux besoins au meilleur coût
Et donc ça, à nouveau, on est dans la planification et la co-construction, et puis en réutilisant au maximum des infrastructures qui existent et qui peuvent être valorisées. Voilà ce que je voulais partager avec vous, et cette analyse un peu de correspondance. Alors, du coup, j'ai pas vu les questions au fur et à mesure. Non, mais ce que je propose, c'est qu'il y en a eu beaucoup. Et alors moi, je vous invite à répondre en direct par écrit, si vous, parce qu'il y a parfois des questions un peu techniques. Il y a aussi des questions qui sortent du champ du webinaire. On demande des comparaisons entre la batterie et l'hydrogène. Bon, alors c'est pas tout à fait le thème d'aujourd'hui. Il y a eu des questions sur le biogaz. Je vois qu'il y a aussi, voilà, sur le fonctionnement du GIE, combien ça coûte par an. Bon. Alors, peut-être qu'on va y revenir, mais je voudrais qu'on continue le fil de notre conversation, parce que en fait, on va aborder un peu le CO2. C'est pas sans lien, hydrogène et CO2, parce que l'hydrogène vient pour décarboner. Donc, et il y a aussi des possibilités de combinaison entre le CO2 et l'H2 à travers la méthanation ou les équations de Fischer-Tropsch. Donc, on voulait avoir un peu aussi cette ouverture sur le CO2 et poser la question des réseaux concernant le CO2. Donc, je laisse Lucas présenter la problématique, et puis Xavier la complétera. Et puis après, on aura plus d'échanges après. Donc, Lucas, je te laisse la parole. Merci en tout cas, Marion. Oui, merci. Vous m'entendez correctement? Très, très bien. Parfait. Bon, pour ma part, je vais être assez rapide parce que finalement, les quelques éléments que j'avais préparés vont tout à fait dans le sens de ce qui était dit précédemment, notamment de la conclusion de Marion. Si tu peux passer à la slide suivante. Alors, vu de notre fenêtre au niveau régional, donc les enjeux de la décarbonation tels qu'on les a appréciés au niveau des Hauts-de-France, juste rappeler 2-3 choses. On a une ligne de conduite quand même qui a été définie par l'Europe pour atteindre la neutralité carbone en 2050, avec un certain nombre de déclinaisons, que ce soit dans les stratégies hydrogène, dans les lignes directrices qui sont en cours de révision, et dans tout le paquet législatif qui est aussi en cours d'élaboration. On sait que des secteurs vont être difficiles à décarboner, et que la région de France est en particulier concernée par deux d'entre eux, donc l'industrie et les transports. Alors, quand on parle de l'industrie, il faut voir qu'en région, ça pèse, ça c'était les chiffres INSEE que j'ai trouvé les plus proches, 280 000 emplois. C'est considérable. Elle pèse aussi sous un autre angle, c'est dans le poids des émissions de CO2, donc enfin de gaz à effet de serre au niveau régional. On est près de la moitié en fait des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'industrie au sens large. Si on se penche sur les transports, eh ben on est un peu au barycentre des flux européens. Pour vous prendre un exemple, alors la carte que j'ai mise, c'est le réseau transeuropéen, donc les grands corridors, les grands flux européens. Si on prend l'exemple du port de Calais, c'est de mémoire en 2019 quelque chose comme plus d'1,8 million de poids lourds qui sont transbordés par an. 5000 camions par jour, c'est tout à fait considérable. Donc, c'est des secteurs à fort enjeu en termes de décarbonation, et c'est un secteur qui pèse aussi en activité et en emploi au niveau de la région Hauts-de-France. Si tu peux passer à la slide suivante. Merci. Alors, évidemment, une fois qu'on dit ça, il faut des solutions à mettre en œuvre pour donner aux acteurs économiques les moyens de décarboner leurs activités et de se mettre dans la droite ligne de ce qui est demandé par les pouvoirs politiques notamment. L'hydrogène décarboné ou bas carbone est
toute la logistique et l'économie autour du CO2, hein, donc CCS, CCUS, font partie des solutions. Certes, c'est pas les seules, mais on sait qu'elles vont faire partie des solutions à mettre en œuvre pour nos acteurs économiques. On le voit donc comme un sujet de planification, et donc je reviens, enfin on se rejoint sur les points qu'a exprimé Marion précédemment. Nous, au travers de nos compétences, on le voit aussi comme un sujet d'aménagement du territoire, c'est-à-dire quelles infrastructures doit-on mettre en place pour desservir quels usages et pour quels acteurs. Sur la carte à côté, j'ai fait figurer donc des points de consommation hydrogène existants. Il y en aura d'autres dans le futur et à l'avenir. Les points d'émission de CO2 qui sont plus ou moins concentrés sur le territoire, ça pose des vraies réflexions en termes de logistique. Ou encore des visions prospectives qui sont proposées, en l'occurrence donc la dorsale hydrogène au niveau européen, et qui seraient susceptibles aussi de concerner assez vite donc les territoires des Hauts-de-France. Donc slide suivant. Et on le voit également comme un sujet, en tout cas un impératif de coordination. On est sur des visions où se chevauchent du court terme, du moyen terme et du long terme. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur la temporalité du déploiement des réseaux notamment et des infrastructures au sens large, hein, CO2 comme hydrogène. Et ça a déjà été dit, mais avec une inscription dans un contexte supra-régional et plus largement européen, où se posent des questions d'interaction avec les dynamiques voisines et de synergie à construire. Là, la carte que vous voyez, c'est les points d'émission industriels et leur concentration en Europe. On voit bien que les Hauts-de-France, même si on est très concerné, on est aussi à proximité de problématiques géographiques encore plus prononcées, donc de dynamiques qui ont été lancées, de réflexions en cours et peut-être d'opportunités pour travailler ensemble. Ça me semble être un peu en tout cas la conclusion de mes propos, hein, c'est que on est sur des sujets qui rassemblent beaucoup d'acteurs, qui sont complexes et qui demandent vraiment de la coordination et du travail collectif. Je pense que c'est ce que montre Mosaïque pour organiser le déploiement et surtout agir ensemble, agir de concert. Je crois que j'en ai fini, hein. C'était ma dernière slide. Donc, merci pour la présentation de GRT Gaz et pour ces initiatives. Voilà, désolé, on oublie toujours de remettre le micro. Voilà, merci pour cette mise en perspective sur le plan régional pour la décarbonation. Et Xavier va faire un focus plus sur Dunkerque avec ses questions CCU, CCUS. Voilà, donc bonjour à tous. Donc je vais essayer d'être concis et rapide pour rester dans les délais impartis. Donc voilà, en faisant un petit focus et le parallèle avec donc la zone industrielle de Dunkerque, où on a une spécificité autour de la complémentarité justement entre l'hydrogène et le CO2. Donc voilà, on a vraiment un territoire qui est engagé, comme la région, donc dans une stratégie de décarbonation très, très ambitieuse, axée autour de l'économie circulaire du carbone. Donc, quelques rappels simplement. On a beaucoup parlé donc, de la décarbonation des industries. Donc, ça peut passer par deux options, deux leviers. Donc, d'une part, c'est décarboner la production d'hydrogène, donc qui est la production d'hydrogène dit gris, donc dans les process historiques à partir de CH4. Et donc, pour décarboner cet hydrogène, on va séquestrer le carbone émis au cours du process et aller le stocker. Donc, là, en l'occurrence, dans des cavités salines en mer du Nord. Donc, c'est le premier axe.
Et puis ensuite, on a également la possibilité de valoriser ce carbone capté, ce carbone fatal. Et on va le valoriser dans des process qui vont permettre de produire donc ce qu'on appelle les biocarburants ou les e-carburants, donc du e-fuel, du CH4 de synthèse. Donc là, c'est du gaz naturel, c'est du gaz aux mêmes propriétés que le gaz naturel et donc qui pourra être réinjecté dans les réseaux de gaz naturel. Et donc, on voit bien qu'on a des territoires qui seront concernés vraiment plus par cette complémentarité entre l'hydrogène et le CO2, toujours dans le but de décarboner. Alors, Dunkerque, pourquoi spécifique déjà parce que c'est le premier territoire émetteur de carbone en France. Et donc, à ce titre-là, ça nécessite un traitement particulier. Alors après, pour revenir à la thématique du webinaire, à savoir, s'inspirer du retour d'expérience de Mosaic, moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement de montrer en quoi, autour de Mosaic, autour de l'infrastructure en Grand Est, on a su créer les conditions pour structurer et animer un écosystème. Eh bien, c'est de la même manière, notre ambition, c'est de structurer un écosystème autour justement de la décarbonation et donc également des usages et de production de CO2. Voilà. La slide suivante. Donc voilà, donc je vous disais les spécificités du territoire dunkerquois, c'est premier émetteur de CO2 en France, et donc également un projet donc porté par Equinor entre autres, donc le projet Northern Light, qui permet justement d'aller stocker le CO2 en offshore, en mer du Nord. Voilà, et la dernière slide qui va montrer en quoi donc Dunkerque est un terrain de jeu favorable au développement d'une chaîne logistique autour du carbone et donc au développement très favorable au développement donc des CCUS. Alors CCUS pour tout le monde, pardon, je ne l'ai pas précisé, c'est carbone, capture, usage et le S c'est stockage. Voilà, donc on a de nombreux industriels qui sont présents sur la zone et qui ont donc des ambitions, qui ont des obligations de décarboner leur process. On a un acteur majeur qui est ArcelorMittal, donc qui lui est engagé également dans une stratégie de décarbonation donc sur plusieurs axes. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais voilà, en gros, eux, ils vont à la fois stocker et à la fois valoriser leurs émissions de CO2. On a un grand port maritime donc, qui est doté d'une logistique, de réseaux, alors réseau fluvial, d'accès sur la mer du Nord, ferroviaire, vraiment voilà, c'est un nœud logistique qui est très favorable et donc on voit bien qu'il manque qu'il y a une place en fait pour les infrastructures gazières. Et donc, comme ça a été souligné, également, c'est un territoire déjà qui est très dynamique, on va dire de manière intrinsèque, mais également qui s'inscrit lui-même qui est porté, on va dire, par une stratégie et une politique de décarbonation de la région, portée à l'échelle régionale, également très ambitieuse. Et enfin, on a donc de nombreux projets qui sont en phase de maturation, en phase de développement, donc des projets autour donc, des CCU, CCUS, notamment des projets de production de biocarburants et de méthane de synthèse.
Enfin, dernier élément, c'est un territoire donc, qui bénéficie de sources d'électricité décarbonées importantes, à la fois au niveau de la centrale nucléaire de Gravelines, à la fois avec des projets d'implantation de futurs EPR, et enfin par l'implantation du futur parc éolien offshore, donc d'une puissance de 600 MW. Voilà, j'en ai terminé. Merci Xavier. Voilà, donc on peut s'ouvrir maintenant à un temps de questions-réponses. Alors je vais reprendre certaines questions qui sont restées en souffrance. Peut-être avec François, il y avait une question sur la formation. C'était un universitaire qui demandait s'il y avait des besoins de formation. Alors, je ne sais pas si tu avais vu passer cette question. Oui, j'ai vu passer. C'est un sujet qui est évidemment clé. Alors, la formation, je ne voudrais pas… voilà, dans un écosystème, il y a de la production, il y a de l'infrastructure, il y a de la consommation. Donc, il y a un panel de formation qui est énorme. Je vais parler pour nous dans le cadre de l'infrastructure. Mosaïque embarque cette vision. Alors, elle embarque en tant que contributeur d'une démarche un peu plus large sur la formation du personnel, en particulier d'exploitation, autour de des infrastructures 100% hydrogène. Et peut-être juste en complément, François, ce qu'on peut dire aussi, c'est effectivement cette question de la formation, elle est juste cruciale. Et on l'a aussi engagé via notre expérimentation sur le site de Jupiter 1000, puisqu'aujourd'hui, Jupiter 1000, qui est un site à Fos de production d'H2 par électrolyse qui injecte sur le réseau gaz et qui est un site opéré aujourd'hui par GRT Gaz et qui nous donne aussi l'occasion sur cet outil industriel en fait de former les exploitants à cette molécule et de les préparer du coup à l'exploitation des futurs réseaux H2. Très bien, merci. Alors, il y avait une question de Xavier Afringue d'Air Liquide sur est-ce que l'hydrogène alors j'imagine c'est ce qui circulera dans le réseau, est-ce qu'il sera RFNBO, donc c'est les fuels alternatifs qui ne sont pas d'origine biologique, donc c'est alors je ne sais pas ce qu'on met derrière, mais ça veut dire qu'il y a une origine nucléaire, c'est ça? Enfin, il pourrait être issu d'une électricité décarbonée, mais pas forcément verte, c'est ça ou... Ça, je pense que ça pose la question en fait de la traçabilité de l'hydrogène dans les réseaux, qui effectivement est un sujet qui est adressé au niveau européen et au niveau français. Et donc c'est clair que ces futurs réseaux 100% hydrogène vont devoir à un moment effectivement être adossés à des mécanismes de traçabilité parce que clairement les consommateurs d'hydrogène qui seront raccordés à ces réseaux auront un besoin impératif de traçabilité du caractère renouvelable ou bas carbone de cet hydrogène. D'accord. Alors, il y avait ces questions un peu plus pratiques sur le GIE et c'est bien sûr Dunkerque qui pose la question. Alors, je ne sais pas s'il faut y répondre maintenant ou si ça peut faire partie d'échanges plus tard. Je ne sais pas, François, sur qui finance le GIE, quels sont les coûts de fonctionnement, voilà. Bon, il n'y a pas de secret là-dessus. Aujourd'hui, on a une première annuité qui a été de 10 000 euros. Donc, on a un budget avec 8 partenaires de 80 000 euros. Comme je disais, il y a des groupes de travail qui se mettent en place. Il y a du temps aussi qui est accordé par les sociétés. Donc ça, on ne le chiffre pas, mais ça nécessite aussi de mettre à disposition des gens, quand on parlait des différents groupes de travail, sur de la communication, des communicants, sur de la partie technique, donc de l'expertise technique. C'est le GIE. Alors là, avec la logique transfrontalière, il semble être éligible à des financements interreg. Qui pourrait être un des moyens pour nous de financer ces études environnementales qu'on souhaiterait mener de manière très précise. En l'état, ce budget de fonctionnement-là, il permet quand même d'avoir un peu de consultance, il permet aussi de communiquer.
faire des événements et faire un site internet. Maintenant, voilà, il y a aussi du temps mis à disposition par les entreprises. C'est voilà, pour CGI. Mais aujourd'hui, il a un budget de 10 000 € par entreprise, par an. Peut-être, Jean, il y avait une question à laquelle j'aurais bien voulu répondre avant que Marion, oui. l'on finisse. C'était une question de Clément Van Neige, alors je ne sais pas si j'ai mal prononcé, mais sur la question de l'intégration de biométhane dans les réseaux, et est-ce que finalement, en imaginant développer des réseaux hydrogène, j'imagine, quand on dit voilà, issus notamment de canalisation de gaz, est-ce que ça ne remet pas ça en cause? Non, notre ambition, c'est bien de développer des réseaux hydrogène pour répondre aux besoins de ce futur marché et en s'appuyant effectivement, si possible, sur des actifs existants. Mais la vision cible, c'est bien celle d'exploiter deux réseaux de gaz, un réseau de gaz et notamment de biogaz, qu'on va continuer à exploiter, opérer pour approvisionner le marché final des gaziers classiques, et en parallèle un réseau H2. Donc il y a bien un parallélisme, et on ne détruit pas le marché du gaz et l'intégration des gaz renouvelables par ailleurs. Très bien. Alors, il y avait aussi des questions qui concernaient la notion d'additivité dans les négociations RED 2, RED 3, mais je ne suis pas sûr que ça risque d'être très technique, et je ne suis pas sûr que ça touche vraiment les infrastructures. Enfin, ça touche les projets hydrogène, c'est sûr, puisque l'idée, c'est, alors vous allez me dire si je me trompe, c'est que l'Union européenne est en train de dire à production hydrogène nouvelle, ENR nouveau. C'est un peu ça l'idée, je crois. Donc évidemment, on ne peut pas rediriger, réadresser de la production ENR qui existe déjà vers de l'hydrogène vert. Donc on revient un peu aux questions de taxonomie un peu strictes. En fait, c'est un peu le débat entre les Allemands et les Français, on va dire ça comme ça. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une question tellement pour notre webinaire. Il y en a un qui veut se lancer quand même. Je pense que je rejoins. Enfin, il y a des textes qui commencent à sortir. Je pense qu'il est un peu tôt. Il est un peu tôt pour savoir ce qui sera à la fin des fins, mais on sent une corrélation entre électricité renouvelable et production d'hydrogène renouvelable, et une volonté de certains acteurs de donner plus de souplesse au système. Maintenant, nous, en tant qu'infrastructeur, encore une fois, l'hydrogène qui passera, c'est l'hydrogène que les consommateurs souhaitent consommer. Exactement, oui. Tout à fait. Il y avait aussi des questions techniques sur les types de travaux, sur les types de rénovation des pipes. Moi, j'ai envie de vous dire aussi qu'on a des discussions avec des entreprises de la région qui s'intéressent à ça, et encore récemment, j'ai mis en relation l'une d'elles avec, d'ailleurs du Dunkerquois, avec votre centre de recherche RICE. Donc, il y a certainement aussi des moyens de mobiliser des entreprises de la région. Voilà. Oui, ça c'est extrêmement important. Je pense que, en tout cas, la manière dont est mené cet écosystème sur le Grand Est, on a identifié effectivement toutes les pistes de travail, en particulier sur des travaux R&D et des travaux R&D qu'on pouvait confier à des tiers. Il y a une réflexion qui est évidente avec le tissu local, de discuter avec, alors dans notre cas, il y a des universités qui sont capables de nous aider sur ces sujets-là. Donc ça, c'est important, effectivement, d'associer les académies, les compagnies locales dans les réflexions sur lesquelles on aurait besoin d'accompagnement sur le projet. D'accord. Bon, je ne sais pas si on a tout traité, certainement pas tout, mais je ne sais pas s'il reste encore des questions. Enfin oui, c'est sans fin. Le problème, c'est qu'il est déjà 33 et il est temps de conclure. Il y avait une petite question, je pense qu'elle est assez importante, parce que j'ai pas tout relevé, cette idée de réseau hydrogène et d'électrolyse au pied de la consommation. Ah oui. Je pense que ça, et moi sur Mosaic, je pense qu'on n'est pas là pour dire la solution c'est ça. On est là pour dire que c'est une solution qui apporte une vision économique qui est à définir avec les partenaires, qui
une vision qui est aussi une vision de sécurité d'appro, de stock en conduite. On n'a pas trop parlé du stock en conduite, mais les canalisations aussi, stock de l'hydrogène. Sur Mosaic, évidemment que les gens ont fait des calculs et évidemment qu'ils ont comparé les solutions. Il s'avère que dans notre cas, le réseau était un des moyens qui économiquement était pertinent avec ces sujets complémentaires. Maintenant, c'est au consommateur de définir sa stratégie en ayant tous les éléments en main pour pouvoir prendre des décisions. Enfin, voilà, encore une fois, on n'a pas volonté à pousser en disant c'est la solution. Il y a certainement, on parlait par exemple de stations d'avitaillement pour la mobilité. Il est parfois très pertinent d'aller faire une électrolyse sur la station parce que réseau élect dimensionné, parce que hydrogène massifié qui est probablement trop loin. Voilà, enfin encore une fois, je pense que on ne veut pas parler au nom des consommateurs. On est là pour proposer une solution avec les arguments qui sont ceux qu'on a développés, libre à chacun de construire son avenir hydrogène comme il le souhaite. Hein. Et je compléterai, François, juste en disant que les réseaux d'hydrogène ou de CO2 permettent de renforcer, ce sont des vecteurs de développement économique des territoires et de renforcer l'attractivité du territoire. Pour un industriel qui cherche à s'implanter, savoir qu'il peut bénéficier d'apports d'approvisionnement en hydrogène, voire en CO2 sécurisé, fiable, c'est quand même un gage important. Bah écoutez, je vous remercie tous pour vos interventions. C'était un webinaire très riche avec beaucoup de questions. Donc, je pense que ça a suscité énormément d'intérêt parmi les participants. Ce qui me semble important, je voudrais redire le mot du début, c'était le mot bassin. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'amener aussi les projets à se fédérer entre eux et les infrastructures, qu'elles soient sous forme de pipe ou qu'elles soient sous forme de trailer, et ça peut être un mix des deux à certains moments, elles sont importantes. J'avais une conférence ce matin dans le cadre de France Hydrogène où il y avait les scénarios RTE qui étaient à nouveau présentés et puis ceux de l'ADEME aussi. Et on voit aussi qu'il y a la question de l'importation. Donc, il y a un moment donné où il faut avoir une vision globale au niveau d'un territoire assez vaste, quitte après à ce que effectivement les infrastructures se mettent en place sur un plan plus réduit. Et c'est un peu ce qu'on voit pour Mosaic. Bon, il y a quand même l'architecture backbone qui est derrière, même si on ne la suit pas exactement, elle reste en filigrane. Donc, il est important de poser le problème de manière large, générale, et puis après d'enclencher des projets plus particuliers ou des bouts d'infrastructure. Enfin, c'est mal dit évidemment, mais c'est comment dire, des parties de réseau plus locales, parce que là, il y a une demande, une production et une demande plus urgente, mais ça permet de prévoir l'avenir et d'enclencher les choses de manière plus large. Donc certainement, la région aussi va réfléchir à tout ça et il y aura certainement des choses à mettre en place. Enfin, là, je ne veux pas parler à la place de Lucas pour animer ce genre de réflexion. Je ne sais pas, Lucas, tu veux dire un mot? Non, alors j'ai rien à dévoiler non, à ce stade. Non, juste je rejoins. Je l'ai encore perçu ce matin dans les conférences qui étaient organisées par France Hydrogène. On le voit de manière assez systématique. Il y a plusieurs visions, pas nécessairement divergentes, mais qui peuvent être quand même significativement différentes, qui coexistent. Pour rejoindre ce qui a été dit, je pense que c'est aussi les études locales, les atouts et les opportunités aussi qui peuvent exister sur les territoires, qui vont permettre aux acteurs de tendre vers l'une ou l'autre des solutions. Il y a aussi un contexte européen qui évolue vite, qui va peut-être aussi contraindre ou autoriser un certain nombre de choses, mais je pense qu'il faut surtout, c'est ouvrir les possibilités et bien étudier l'ensemble des solutions. Tout à fait. Bon, écoutez, ça n'est que la première pierre de rendez-vous, sans doute, qui prendront une forme ou une autre. Vous verrez bien qu'elles soient initiées par Dunkerque, par la région, par GRT Gaz. GRT Gaz a animé un atelier territorial récemment, sous l'égide de Xavier et de Marion. Donc, il peut y avoir plein d'initiatives. Voilà, enfin, l'essentiel, c'est d'arriver à cette vision globale et locale. Voilà.
Est-ce que l'un ou l'autre veut rajouter quelque chose? Marion ou François ou David? Ouais, moi je veux bien, j'en profite. En 2 mots, cette idée de webinaire, et merci au Pôle Énergie de l'organiser, on trouve que c'est un format qui va bien en fin de journée sous cette forme. Si vous avez aussi des sujets à nous proposer autour de l'hydrogène qui vous paraissent pertinents par rapport à ce format, n'hésitez pas à en faire la proposition au Pôle Énergie et on pourra les étudier parce que c'est probablement un format qui va être assez récurrent. Voilà, on en fera plusieurs l'an prochain. On a un peu l'idée de faire parler tout ce qui est R&D, mais il y a aussi la question des achats groupés, par exemple, pour les municipalités. Il peut y avoir les questions de financement. On peut revenir sur ces questions de réseau. Nous avons fait une étude sur les besoins des industriels en hydrogène. Donc, cette étude va être bientôt publiée, donc on en fera une restitution. Ça peut être très intéressant, justement, pour toute la problématique, quels sont les réseaux à construire, etc., etc. Voilà. Donc, je pense que c'est le moment de terminer. Je vous remercie tous. Je remercie tous nos intervenants pour ce webinaire très intéressant. Merci à François Martin, Marion Lacombe. Je n'allais pas dire de vous être déplacés, mais vous étiez les lointains de l'étape. Et puis, merci aux locaux, donc Lucas et Xavier. Et puis, à très bientôt. Et merci encore à chacun. Et merci pour les questions des participants. Merci beaucoup. Merci Jean pour l'organisation. Merci beaucoup pour l'énergie, pour l'organisation. Oui. À bientôt. Au revoir. Au revoir.